Pour comprendre pourquoi Linux a été aussi révolutionnaire, il faut d'abord comprendre dans quel monde il est né. On est dans les années 80, les ordinateurs personnels commencent à se répandre, Apple vient de sortir le Macintosh, IBM pousse ses PC dans les bureaux, mais les systèmes d'exploitation sérieux, les vrais, ceux qu'on utilise dans les universités et les très grandes entreprises, c'est une autre histoire. Le roi, à l'époque, s'appelle Unix. Unix est né en 1969 dans les laboratoires Bell et c'est brillant, stable, puissant, multi-utilisateur. Les développeurs adorent ça. Les universités en raffolent, mais voilà le problème, Unix est propriétaire. Il appartient à AT&T et pour avoir une licence commerciale, on parle de dizaines de milliers de dollars. Et c'est hors de portée pour un étudiant, pour un développeur indépendant, pour pratiquement tout le monde, sauf pour les grandes institutions. Et même si tu avais accès à Unix, tu ne pouvais pas regarder sous le capot, le code source était verrouillé, tu pouvais utiliser le système, mais tu pouvais pas le comprendre vraiment, le modifier, l'améliorer. C'est comme acheter une voiture dont le capot est soudé, tu peux conduire, mais tu peux rien réparer par toi-même, ni l'améliorer. Alors la mentalité de l'époque, c'était le logiciel est une marchandise. Tu payes, tu l'utilises, et tu te la f***. Microsoft vendait MS-DOS, Apple vendait son système, AT&T vendait Unix. Tout était cloisonné, privatisé, contrôlé. Et dans ce monde-là, un groupe de développeurs commençait à bouillir de frustration. Parce qu'ils voyaient que ce logiciel pourrait être un outil de partage, d'apprentissage, de collaboration, et ils voyaient ce qu'il était devenu, un business fermé sur lui-même. Et donc, c'est dans ce terreau de frustration que tout va commencer. Avant de parler de Linux, il faut parler d'un homme sans qui Linux n'aurait probablement jamais eu d'impact, Richard Stallman, ou RMS comme la communauté l'appelle. En 1980, Stallman travaille au laboratoire d'intelligence artificielle du MIT. Et un jour, l'imprimante Xerox du labo tombe en panne. Les travaux d'impression se bloquent et personne n'est averti. Stallman veut corriger ça. Il a déjà fait ce genre de modification sur une ancienne imprimante. C'était simple. Sauf que cette fois, Xerox a refusé de fournir le code source. Le logiciel est propriétaire et Stallman ne peut pas y toucher. Pour la plupart des gens, c'est une contrariété. Pour Stallman, c'est une révélation morale. Il se dit « Mais attends, je suis développeur, je vois le problème, je suis capable de le régler, et on m'interdit de le faire parce qu'une entreprise a décidé que ce code lui appartient. » Et lui, il veut voir ce qu'on est en train de créer. La réponse n'est pas immédiate. Quelques développeurs curieux répondent, ils demandent des détails techniques. Linus répond, explique, partage du code. Et quelque chose se met en marche, lentement, silencieusement. Ce message, posté depuis une chambre d'étudiants à Helsinki, c'est l'acte de naissance officiel de Linux. Et personne dans ce groupe de discussion ne réalise encore à quel point ce moment est important. Parfois, l'histoire commence dans le silence le plus total. Pour vraiment apprécier ce que Linus a fait, il faut comprendre ce qu'est un noyau, un kernel en anglais. Imagine ton ordinateur comme une ville, tes applications, ton navigateur, tes jeux. C'est les habitants de la ville. Ils ont besoin d'accès à l'eau, à l'électricité, aux routes. Le noyau, c'est toute l'infrastructure de la ville. C'est lui qui gère qui a accès à quoi, qui parle au processeur, qui écrit sur le disque, qui lit sur le disque, qui gère la mémoire. Bref, sans noyau, les applications ne peuvent rien faire, ce sont juste des lignes de code dans le vide. En octobre 1991, 2 mois après son fameux message, Linus publie Linux 0.02, la première version utilisable, environ 10 000 lignes de code. Rudimentaire mais fonctionnel, et surtout, le code source est disponible pour tout le monde, gratuitement. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des développeurs du monde entier commencent à télécharger le code, à le lire, à le tester, à envoyer des corrections, des améliorations, des ajouts. Un développeur en Australie trouve et corrige un bug, un autre en Allemagne ajoute le support d'un nouveau type de matériel, quelqu'un en Finlande optimise une routine critique. Linus devient finalement une sorte de chef d'orchestre. Il reçoit les contributions, les évalue, accepte les bonnes, refuse les mauvaises, intègre le tout dans une version cohérente. Ce modèle, celui où n'importe qui peut lire et contribuer, et où le meilleur code gagne, c'est l'open source dans sa forme la plus pure. Et ce modèle est incroyablement efficace. Là où une équipe fermée de développeurs chez Microsoft ou Apple voit les bugs lentement, une communauté mondiale de milliers de développeurs les voit presque instantanément. Le célèbre Eric Raymond a théorisé ça dans son essai « La cathédrale et le bazar ». Avec suffisamment de yeux,
tous les bugs sont superficiels. En quelques années, Linux passe de 10 000 lignes de code à plusieurs millions. La croissance est exponentielle. Et tout ce qui était le hobby d'un étudiant devient une infrastructure critique mondiale. Rappelle-toi de Stallman et des GNU. Des années de travail, des outils brillants, un compilateur, un éditeur, des utilitaires, tout le corps d'un système d'exploitation mais pas le noyau fonctionnel. Et maintenant, Linus, il a le noyau. Un noyau qui marche, qui a grandi, qui a une communauté, mais à lui seul, c'est pareil, le noyau ne fait pas un système d'exploitation complet. Il faut des outils pour l'utiliser, un shell pour taper des commandes, un compilateur pour écrire des programmes, des utilitaires de base. C'est là que la magie opère. La communauté réalise que les deux pièces de puzzle existent déjà. Le noyau de Linus plus les outils de GNU égale un système complètement libre et gratuit. L'assemblage se fait donc naturellement, presque sans coordination officielle. Les développeurs commencent à utiliser les outils GNU avec le noyau Linux et ça marche merveilleusement bien. Mais ce mariage crée un débat qui dure encore aujourd'hui. Richard Stallman insiste pour appeler le système GNU Linux pour reconnaître forcément les années de travail du projet GNU. Sans GNU, dit-il, le noyau de Linux n'aurait servi à rien et sans les outils GNU, il n'y aurait pas de système fiable utilisable. Linus, lui, n'est pas particulièrement attaché à la question. Pour lui, Linux, c'est Linux. La plupart des gens disent juste Linux. Stallman grince un peu des dents à chaque fois. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que GNU/Linux, peu importe comment on l'appelle, c'est le produit d'une collaboration idéologique et technique entre deux visions qui se complétaient parfaitement. L'idéalisme de Stallman, qui a fourni toutes les fondations légales et philosophiques, et le pragmatisme de Linus, qui a fourni le moteur. Et la communauté, elle, a tout assemblé. À partir de 1993, quelque chose d'important se passe. Linux devient accessible, pas juste pour les développeurs qui peuvent compiler du code, mais pour les gens normaux. Des volontaires commencent donc à créer ce qu'on appelle des distributions, des versions de Linux packagées avec tout ce dont tu as besoin pour démarrer. Slackware sort en 1993, Debian en 93 aussi, Red Hat en 94. Chacune fait des choix différents sur ce qu'elle inclut, comment elle s'installe, pour qui elle est faite, etc. L'écosystème commence à se diversifier et puis Internet explose. Le milieu des années 90, c'est l'époque où les entreprises se ruent sur le web. Elles ont besoin de serveurs, de machines qui tournent 24 heures sur 24, sans jamais planter et qui gèrent des millions de connexions simultanées et donc elles regardent leurs options. Windows Server, c'est trop cher et pas particulièrement fiable à l'époque. Unix commercial, c'est beaucoup trop cher. Linux, quant à lui, est gratuit et stable. Personnalisable avec une communauté de développeurs qui corrigent les bugs en temps réel. Le choix est donc évident. Les entreprises adoptent Linux pour leurs serveurs à une vitesse stupéfiante. Aujourd'hui, les chiffres donnent le vertige. Environ 96% des serveurs qui font tourner les sites les plus visités d'Internet tournent sous Linux. Google, Amazon, Facebook, Netflix, tous sont sur Linux. Le cloud computing, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, tous sont sous Linux. Android, le système d'exploitation de 72% des smartphones dans le monde, est basé lui aussi sur Linux. Ce hobby d'un étudiant finlandais est donc devenu l'épine dorsale numérique de la planète. Alors comment est-ce qu'on passe de là à là en faisant confiance au code open source, en permettant à n'importe qui de contribuer, en laissant le meilleur code gagner, peu importe ce qu'il a écrit. Bien sûr, dans cette histoire, rien n'a été un long fleuve tranquille, il y a eu des tempêtes, et pas qu'une. La plus sérieuse vient de 2003, une entreprise appelée SCO Group, qui possède des droits sur une vieille version de Linux, attaque IBM en justice, prétendant que du code protégé par des droits d'auteur a été intégré dans Linux sans sa permission. Puis, elle étend ses poursuites, envoie des lettres menaçantes à des entreprises qui utilisent elles aussi Linux et réclame des millions de dollars. Le monde open source est en alerte maximale. Si SCO gagne, ça pourrait remettre en question et en cause l'existence même de Linux dans les entreprises. C'est une menace existentielle. Pendant des années, le procès traîne et finalement, les tribunaux donnent tort à SCO point par point. Les accusations ne tiennent pas, Linux sort de cette épreuve avec sa légitimité renforcée et SCO finit en faillite. C'est une victoire totale. Mais il y a une autre controverse, plus intime, plus humaine.
Linus lui-même. En effet, il est légendaire dans la communauté pour son style de communication, disons, abrasif. Sur les mailing lists de développement Linux, il n'hésite pas à détruire quelqu'un dont il juge le code mauvais. Des emails cinglants, sarcastiques, parfois humiliants. La communauté tolère ça, parce que techniquement, Linus a presque toujours raison. Mais ça reste un environnement toxique pour beaucoup. Et en septembre 2018, quelque chose d'inattendu se produit. Linus prend un congé sabbatique et publie une lettre d'excuse. Il reconnaît dans celle-ci que son comportement a pu blesser des gens, qu'il a manqué d'empathie et qu'il doit lui-même changer. Pour quelqu'un de son niveau, fondateur d'un des projets les plus importants de l'histoire de l'informatique, c'est un acte de courage assez rare. Il revient quelques semaines plus tard avec une attitude notablement différente et la communauté continue. Linux, c'est pas une histoire parfaite, c'est une histoire humaine et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Alors, où en est Linux aujourd'hui? Si tu croyais que Linux c'est juste pour les geeks dans des serveurs, laisse-moi te mettre à jour. Les 500 supercalculateurs les plus puissants du monde selon le classement Top 500 de 2023, ils tournent tous sous Linux. Absolument tous, pas 90%, tous. La Station spatiale internationale utilise Linux pour certains de ses systèmes critiques. Les rovers Curiosity et Perseverance sur Mars tournent sous une version de Linux. La fusée Falcon de SpaceX tourne sous une version de Linux. Le CERN, qui gère le plus grand accélérateur de particules du monde, tourne sous Linux. Ton téléviseur connecté, probablement Linux. Ta box internet, Linux. La voiture électrique de certaines marques, Linux. Les systèmes de signalisation dans le métro et dans les grandes villes, Linux. Cette idée que le meilleur code devrait être partagé a changé toute l'histoire du logiciel. Aujourd'hui, même Microsoft, qui a qualifié Linux de cancer en 2001, contribue activement au développement du noyau Linux. Google, Apple, Intel, IBM, plus de 1600 entreprises contribuent au projet. Linus Torvalds, lui, vit aujourd'hui à Portland, dans l'Oregon. Il travaille toujours sur Linux, il est à plein temps, payé par la Linux Foundation, une organisation à but non lucratif financée par les grandes entreprises tech. Il gère toujours les contributions au noyau, avec une équipe de mainteneurs de confiance. De 10 000 lignes de code en 1991, le noyau Linux est passé à plus de 27 millions en 2023. C'est le plus grand projet de la collaboration de l'histoire de l'humanité. Pense-y une seconde, des milliers de personnes dans des dizaines de pays qui parlent des dizaines de langues travaillent ensemble sur un seul projet depuis plus de 30 ans. Sans chef d'État, sans frontières, juste du code et la conviction partagée que le meilleur logiciel devrait être libre. Alors si je devais résumer l'histoire de Linux en une seule idée, ce serait celle-ci: les plus grandes révolutions ne ressemblent pas à des révolutions quand elles commencent. Un message posté sur un forum avec la phrase « c'est juste un hobby, ce ne sera probablement rien de grand », une imprimante en panne dans un labo du MIT, un étudiant frustré par les limitations de son système d'exploitation, ce sont les points de départ ridiculement ordinaires pour quelque chose d'extraordinaire. Ce que Linux nous enseigne, c'est que la curiosité est une force de changement, que la transparence bat le secret sur le long terme, que quand tu ouvres ton travail au monde et que tu permets au meilleur cerveau d'y contribuer, le résultat dépasse tout ce qu'un seul homme ou une seule entreprise aurait pu imaginer. Et que parfois, juste un hobby peut finir par faire tourner la NASA, SpaceX, Netflix, Google et 72% des téléphones dans le monde. Alors la prochaine fois que tu allumes ton téléphone et que tu regardes ta série en streaming, que tu envoies un message, rappelle-toi que quelque part dans tout ça, il y a un peu de la curiosité d'un gamin finlandais de 21 ans qui voulait juste comprendre comment fonctionnait son ordinateur. Est-ce que c'est pas magnifique? Alors dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus surpris dans cette histoire, et si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la parce que ce genre d'histoire mérite d'être connue et que je viens de commencer, alors abonne-toi.